Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de ce qui s'est passé en ce dimanche. Il y avait plein de courses, notamment des mass start chez les juniors, il y avait des poursuites chez un IBU Cup, et un relais homme et une poursuite dames du côté de Orphilson pour la Coupe du Monde. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On parlera également de l'IBU Cup. On parlera également du classement général de la Coupe du Monde, comme à chaque fin de week-end, à chaque fin de rendez-vous du côté des différentes compétitions. Puis on parlera un petit peu du programme de la semaine prochaine, où on sera en France du côté de la Coupe du Monde, à Annecy, au Grand Bornand, parce que c'est plus Annecy le Grand Bornand, c'est le Grand Bornand tout court. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Les compteurs sont remis à 0 le dimanche, c'est à côté du bouton pouce bleu sur mobile seulement. Et puis, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications et sur les différentes vidéos. Et pour avoir des notifications, il faut rajouter la petite cloche et je remercie les gens qui font tous ces efforts-là. Du côté d'Orphilson, sur cette journée de dimanche, il faisait un peu plus chaud que samedi, mais des conditions, il y avait un petit peu plus de vent sur le pas de tir, mais c'était vraiment pas infernal, hein. Il y avait comme on dit, une petite masse d'air qui faisait légèrement bouger les fanions, mais les fanions bougeaient pas dans tous les sens, hein. C'était pas complètement intirable. Du côté de la piste, les garçons ont commencé avec une piste qui était à moitié soleil et ombre. Du côté des filles, on était complètement à l'ombre pour les conditions de neige qui étaient pas forcément exceptionnelles, mais vous le voyez, hein, sur la piste, il y a quasiment plus de neige en dehors de la piste. Donc forcément, c'est des conditions qui étaient moins bonnes qu'hier. Ça a un peu fondu, voilà, mais ça faisait un peu plus souple à certains endroits du côté de la piste. Bon, on regarde tout de suite ce qui s'est passé du côté de cette épreuve. On commence par le relais homme avec une démonstration de la Norvège. Démonstration de la Norvège, pourquoi? Meilleur temps de ski, meilleur temps de tir, 3 pioches. Je le dis toujours, mais quand on est à moins de 8 pioches, c'est commence à être bien, et 6 ou moins, c'est excellent. Pour vous dire qu'à 3 balles de pioche, ils ont jamais laissé l'ouverture. Ils ont tous fait un travail sensationnel, et pour moi, il y en a quand même 2 qui ont marqué des gros points pour les Jeux Olympiques. On sait que Sturla et Christiansen, bon, normalement, c'est quand même un peu assuré parce que Christiansen, il fait finisseur depuis des années, qui connaît maintenant plutôt bien le poste. Sturla, bon, c'est quand même un peu monsieur régularité. Par contre, la question était de savoir Button, comment il allait enchaîner les relais. Bon, aujourd'hui, très bon relais de sa part, et puis Johannes Dalleux. Et j'avais dit hier, j'étais assez surpris qu'on lui refasse confiance, parce que c'est vrai que ça fait depuis des années qu'on a l'impression que du côté du staff norvégien, on ne fait pas confiance à Johannes Dalleux, ce qui est assez surprenant. Et là, je trouve que du côté de Johannes Dalleux, euh, on a su faire le bon job concrètement et on a su s'imposer comme un élément qui peut être sélectionnable pour les Jeux. Et c'était ça l'objectif pour moi de son relais à Johannes Dalleux, c'est de montrer au staff de l'équipe de Norvège qu'il pouvait être complètement sélectionnable pour les Jeux Olympiques. On sait que voilà, il y aura aussi une bagarre avec Uldal. Je pense que ça jouera entre Dalleux, Uldal, peut-être Bakken, mais qui est quand même un petit peu plus lent sur les skis que ces deux-là. Donc, si Dalleux et Uldal continuent à être plutôt fiables, enfin Uldal a été en difficulté, mais si un des deux, que ça soit Uldal ou Dalleux, font des bonnes courses en janvier, en gros Bakken il aura un peu du mal à suivre, et on voit bien que Swerum, bon ça semble out, Stromsheim pas suffisamment rapide, donc ces deux-là on peut les éliminer, à part surprise au mois de janvier.
du côté de l'IBU Cup ou de la Coupe du Monde pour ces concurrents-là. Donc ça devrait jouer entre Dalleux, Bakken et Ouldal, je pense, pour cette place-là, parce que Botton a assuré complètement son relais. Donc à part si Botton se plante en janvier, ce qui peut aussi arriver, normalement ça devrait plutôt bien se passer. Donc Johannes Dalleux, super relais, et puis après derrière, ça a été un peu une démonstration quand même, hein, ce relais norvégien. Ils ont jamais été en difficulté, à part ce duel avec la France, mais qui s'est interrompu au troisième relais. Et ensuite derrière ils ont été vraiment tout seuls au monde. C'est vrai que l'équipe de France les a challengés sur les deux premiers relais. Quentin Fillon-Maillet était pas en grande forme sur son relais. C'était déjà le cas hier sur la poursuite, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, 20e temps de ski du côté de la poursuite, donc ça s'est confirmé aujourd'hui sur ce relais. Et puis Eric Perrault était distancé, il était quasiment à 55 secondes. Donc là, il n'y avait plus de possibilité d'aller chercher Christensen, qui n'a pas fait d'erreur, contrairement au premier relais. Et on sent quand même que sur le relais, je ne sais pas si Siegfried ou du côté du staff norvégien, on a remis un petit peu les pendules à l'heure, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu plus concentré sur cet objectif-là. Je pense que l'an dernier, on se disait à chaque fois, du côté de certains Norvégiens, c'est pas grave, Tarjei et Johannes vont nous sauver les miches par rapport à l'équipe de France. Et que on s'est aperçu un peu tard qu'en fait Johannes, il commençait à vieillir, que Tarjei, c'était un peu plus compliqué également, et qu'il fallait aussi prendre ses responsabilités du côté de certains concurrents. Et je pense que là, on agit différemment du côté de l'équipe de Norvège, en étant plus concentré au niveau du tir, parce que c'est vrai que l'an dernier, les Norvégiens avaient eu du mal à enquiller les résultats, comme les Françaises aussi du côté, à part en fin de saison, mais c'est vrai que les Françaises sur les premiers relais de l'année avaient eu du mal. Alors qu'il y avait quand même un niveau global qui était quand même très costaud et une densité qui était plus importante que du côté de la France chez les garçons, mais ils n'arrivaient pas à enquiller les victoires du côté des Norvégiens, comme les Françaises en dernier sur les relais, et encore une fois sur ce deuxième relais, n'arrivaient pas à enchaîner les résultats aussi du côté des relais féminins. Donc là, les Norvégiens nous ont quand même sorti à Östersund et encore une fois aujourd'hui, des relais de grande qualité, surtout des relais de grande qualité au tir. Parce que l'an dernier, les Français arrivaient à faire des 6 ou 7 balles de pioche, quand les Norvégiens, parfois allaient tourner, mais avaient du mal à descendre en dessous de 9 ou 10 en balles de pioche. Donc là, c'est vraiment du bon relais, parce que 3 balles de pioche, c'est vraiment excellent. C'est exceptionnel hein, de la part des Norvégiens, donc qui ont été très costauds, et puis avec des temps de ski qui étaient très bons, bon, à part Christensen, mais qui a eu le temps de relâcher Christensen, parce qu'il savait que Eric Perrault il y avait une marche par rapport à Eric Perrault, voilà, il pouvait vraiment relâché énormément du côté de Christensen par rapport à la grid et Botton et Dalleux, donc qui a fait un super relais du côté d'Orphilsen. La France, alors déjà, pour aller chercher les Norvégiens, il aurait fallu faire moins de pioches, mais 8 pioches, ça reste un bon relais hein, du côté de l'équipe de France. Ce qui nous a mis en difficulté, c'est Quentin, qui était pas en forme. Voilà, 40 secondes de perdu sur son relais, c'est énorme. Déjà hier, hein, sur la poursuite, c'était pas dingue. Donc peut-être une petite maladie, peut-être voilà une méforme, un contre-coup d'Östersund. Il a été très bon à Östersund, peut-être que là, voilà, il y a une sorte de contre-coup au niveau de la préparation de Quentin Fillon-Maillet, mais il faudra suivre ça dans les jours à venir si on a des infos de maladie. Ou du côté d'Annecy le Grand Bornand, enfin du Grand Bornand, je dis à chaque fois Annecy le Grand Bornand, le Grand Bornand, je fais pas le Grand Beau, je trouve ça, ça je dis toujours le Grand Bornand, parce que je trouve ça ridicule le Grand Beau, ce qu'ils font sur la chaîne L'équipe, ce qu'ils font un peu moins sur HBO, mais le font de temps en temps, parce que en gros je pense que du côté du Grand Bornand, personne dit le Grand Beau, ou très peu de gens, c'est comme Valto, je pense que les gens disent Val Thorens, disent le Grand Bornand. Donc je trouve ça ridicule parce que pour moi c'est un truc du genre de Parisien qui ne met les pieds 2 fois dans l'année au Grand Bornand et qui dit oh je vais dire le Grand Beau pour faire comme les gens du coin alors que c'est complètement ridicule.
Mais bon. Du côté de Quentin Fillon Maillet, oui, bah, pas en grande jambe. Et puis après, Eric qui a eu un tir debout compliqué avec trois pioches qu'il a réussi à mettre, mais c'est vrai qu'il s'est fait peur. Eric Perrault sur le debout, et encore, il rate une pioche. Eric, qui était... Alors, je sais pas s'il était pas concentré parce qu'il savait que, en gros, derrière, c'était quand même loin. Et en gros, il savait qu'il était dans une sorte de no man's land. C'est-à-dire que devant, il pouvait pas aller chercher Christiansen et que derrière, il pouvait pas non plus vraiment se faire rattraper par la Suède. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment de déconcentration du côté d'Éric Perrault? Et puis, des temps de ski qui n'étaient pas non plus exceptionnels hein, pour Eric. C'est vrai qu'on a dit, bon, Quentin Fillon-Maillet a eu du mal. Éric Perrault, quand on regarde, quatrième du premier tour, cinquième du deuxième tour, 13e du dernier. Alors oui, il a relâché sur la fin, Eric. Mais très clairement, il a eu du mal sur ce dernier tour voilà, du côté d'Éric Perrault. Donc compliqué quand même cette fin de relais. Enfin, pas aussi éclatante que le début de course qui était plutôt réussi avec un Emilien Jacquelin qui fait que deux pioches. Et Fabien Claude qui a fait un relais très solide, hein, et vous voyez que Emilien et Fabien étaient vraiment au contact de la Norvège, mais ensuite ça a été plus compliqué pour Quentin Fillon-Maillet. La Suède, ils sont revenus de l'arrière. C'est incroyable la Suède. Déjà, c'est incroyable comment Ponsiluoma et Samuelsson, autant en individuel, ils font souvent des erreurs au tir, autant ils sont, je dirais, pas loin d'être irréprochables sur les relais. Ils font beaucoup moins de fautes sur les relais. C'est-à-dire, pour des mecs comme Ponsiluoma, qui est quand même pas le mec le plus solide au tir, je trouve que il plante assez rarement des relais, Ponsiluoma. Et surtout les relais masculins, où je trouve qu'ils arrivent quand même toujours à être là, alors qu'ils ont pas de densité, les Suédois. Ils ont Ponsiluoma, Samuelsson. Derrière, Nelin, c'est quand même un mec qui est plutôt au-delà de la 20e place en Coupe du Monde. Victor Brandt, bon, j'en parle même pas, donc ce qui fait qu'on a pris Stephenson, mais qui manquait d'expérience. Et surtout, vous voyez le retard quand même qu'ils ont, et le classement qu'ils ont après le premier relais, surtout. 1 minute 07 de Pardu, 16e, alors qu'il y a même pas de tour de pénalité pour Jesper Nelin. Il y a 5 balles de pioche par contre, hein, ce qui est beaucoup trop sur un relais, mais il n'y a pas de tour de pénalité, c'est juste que il a très mal fini, et surtout il a passé un temps fou sur le pas de tir. Vous voyez 28 secondes de perdu sur le premier tir, 31 secondes sur le deuxième, donc absolument pas en confiance sur le tir, ce qui fait l'écart. Stephenson, qui a voulu bétonner son tir, on le sent au niveau des temps, parce qu'il fait 20 secondes de perdu sur le temps de tir, ce qui est quand même beaucoup, il a voulu bétonner Stephenson, et il a quand même fait une erreur à chaque fois. Derrière, sur les skis, bon bah là, on savait que c'était pas le plus rapide, donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le temps de perdu. Ponsiluoma, bon, fait un très bon relais. Par rapport à Sturla Lagrid, et puis Samuelsson qui a fini extrêmement fort. Je trouve que Samuelsson est en forme vraiment impressionnante. Ponsiluoma, je pense qu'il a encore, il n'est pas encore à 100%, alors que Samuelsson, il est quand même ultra costaud en ce moment. Les chronos qu'il a fait à Orphison, c'était quand même du très très solide. Les États-Unis, le commentateur d'HBO Max, pardon, Théo Laé-Gouffard, si je ne me suis pas trompé, avait bien notifié qu'on avait changé l'ordre du relais américain. C'est vrai que Campbell White était mis en dernier pour une fois. Alors moi j'aurais peut-être fait l'inverse quand même, c'est que j'aurais mis Campbell White en 3 et Paul Schumer en 4. Mais bon, ça après, c'est peut-être un truc qu'ils feront plus tard, ou voilà, il y a eu, c'est peut-être aussi que Paul Schumer voulait pas finir, enfin il y a peut-être une stratégie là-dessus, mais je trouve parce qu'en ce moment, Paul Schumer est très bon au tir. Alors même s'il est plus lent sur les skis, je trouve qu'il a en ce moment une vitesse de tir qui lui permet d'être dangereux sur un dernier tir debout, et de reprendre des places sur un dernier tir debout, que Campbell White fait encore de temps en temps quelques erreurs. Mais après, c'est voilà, cette pioche pour les États-Unis, super relais. Il n'y a pas grand-chose à acheter hein, sur ce relais. Un peu plus de vitesse en déplacement, et puis ça le fera.
Même Maxime Germain, on sent qui est pas forcément le plus solide au tir. Alors voilà, qui fait 3 pioches sur son premier tir, mais il fait pas de tour de pénalité. Parfois, il a fait des tours de pénalité. Maxime Germain, c'est quand même un super relais, je trouve. Hein. Sean Doherty qui a été très bon, Schumer excellent, meilleur temps de tir et 7e temps de ski. Pas très loin au final d'un Quentin Fillon-Maillet quand on regarde, et puis un Campbell White costaud. Non, très bon relais de la part des États-Unis, qui a bien construit sa course aussi hein, du côté des États-Unis. Donc ça c'est très très bien. Et puis l'Allemagne, un tour de pénalité, 11 balles de pioche pour l'Allemagne. Alors c'est dommage parce que la fin de course de Strello est très bonne. Je trouve que Strello fait un très bon relais. Navrat aussi a fait un relais solide. Bah, Zobel te met quand même dans la difficulté d'entrée avec un tour de pénalité sur le debout et puis une difficulté à lâcher les balles, en plus sur le debout. C'est-à-dire qu'il a, voilà, il n'a pas réussi à lâcher les balles, vraiment, donc ça a mis un temps fou. Et Philippe Horn qui s'est vraiment battu sur le debout. Hein. Derrière la carabine, il était bien. Après le premier coucher, il était vraiment sur un bon rythme. Et il a vraiment dû se battre sur le debout, et le temps perdu sur le debout, c'est le temps à l'arrivée. Hein. Quand tu regardes, il perd 30 secondes sur le debout. Quand tu regardes, il y a 6 secondes à l'arrivée par rapport aux États-Unis, il y a 15 secondes par rapport à la Suède. Bah, les 15 secondes, ils sont peut-être là, et parce que Strello a très bien fini. Moi, j'ai bien aimé le relais de Justus Strello. C'est avant où ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis l'Italie, bah, c'est dommage, parce que quand tu vois le temps de ski des Italiens, tu te dis ah, c'était pas si mal. Surtout que Giacomel a bien relâché sur la fin. Bionas te plante encore un relais. C'est pas la première fois que ça arrive. Il a, enfin sur le tir, c'est une catastrophe, Bionas. C'est depuis un an. C'est quand même un mec qui était super tireur il y a 2 ans. C'est un super tireur, Bionaz, mais qui n'était pas très rapide sur les temps de ski. C'était son vrai problème à Bionaz. L'an dernier, il améliore énormément ses temps de ski, parce qu'il rentre dans le top 20, top 15 des meilleurs skieurs. Sauf que le temps de tir, enfin le tir, s'est énormément dégradé l'an dernier, et que là, il repart sur des valeurs qui sont les mêmes que l'an dernier, c'est-à-dire pas dingue, et en plus, il n'arrive plus à balancer les balles. Parce que là, ce qui est extraordinaire, Bionaz, vous vous dites 3 balles de pioche, un tour de pénalité, c'est qu'il a dû rater 3 cibles. Non, non, il en a raté qu'une. Il a jamais réussi à mettre les balles. Il y avait une pioche, et il a raté 3 fois, et ça tremblait dans tous les sens. Il perd 1 minute dans l'affaire sur ce tir-là. Donc c'est vrai qu'on avait déjà eu le cas hier de Justine, où elle s'est installée sur le relais et tout le monde était parti, et elle mettait toujours ses balles. Aujourd'hui, par exemple, chez les filles, sur la poursuite, il y a eu un moment cette situation-là avec Vanessa Voigt, qui était aussi toute seule sur le pas de tir, avec toutes les filles qui partaient à côté d'elle. Et là, Bionas, mais c'est un cauchemar à suivre, quoi. C'était une horreur à regarder son tir. Et puis tu voyais les jambes qui tremblaient. Il y avait, voilà, c'était tempête de cerveau sous la tête. Et là, c'était compliqué. L'Ukraine, un classique, hein, du côté de l'Ukraine. 0,6. C'est rare quand l'Ukraine fait beaucoup d'erreurs, fait beaucoup de balles de pioche. Hein. Ce qui leur permet, malgré des temps de ski qui sont pas exceptionnels, de parfois attraper un top 5. C'est leur capacité à être solide sur le tir. Après, le problème, c'est qu'à Orphilzone, il y a plus d'une nation qui a été performante dans ce domaine-là, donc ça a été compliqué de faire mieux. L'Estonie, 8e, avec un 0,8 également, mais là aussi, on sait que c'est une nation qui est souvent très solide au tir. La République tchèque, dommage, encore une fois, des tours de pénalité pour la République tchèque, ça avait déjà été le cas. Alors, c'est pas Hornig qui a planté le relais comme à Östersund, c'est Karlik, qui avait pas dû faire de relais auparavant, Karlik, en Coupe du Monde. Hein. Ça me dit rien. Qui a fait 4 balles de pioche et 3 tours de pénalité. Donc autant vous dire que lui aussi a vécu un cauchemar sur le tir debout. Slovénie 10, 2 tours de pénalité, 11 balles de pioche, et 2 tours de pénalité qui sont arrivés avec Jakob Fak. Pas en grande forme, hein, Jakob Fak, déjà il est passé limite, je rappelle, de la poursuite. Sur la poursuite, il était 60e, donc compliqué quand même Jakob Fak sur ce début de saison. Le Canada,
Très beau relais canadien aussi, hein. 11e avec seulement 7 balles de pioche. La Finlande, 9 balles de pioche, mais qui n'a pas réussi à faire des gros temps de ski pour remonter dans le classement. La Suisse en difficulté sur la fin avec Jérémy Finello sur le debout, ce qui est un petit peu la bête noire de Jérémy Finello, qui a fait 2 tours de pénalité. L'Autriche très loin avec l'Autriche, on est plutôt habitué à ce que le tir soit solide. Et là, ça a été un cauchemar pour Komats et pour Fabian Müller, ce qui était surprenant de voir Müller. Parce que déjà hier sur la poursuite, il finit pas la poursuite, il est lapé Müller, en faisant énormément de pénalités. Donc c'est surprenant de l'avoir mis sur ce relais en dernier. Donc je ne sais pas quelle a été l'idée de l'Autriche. Est-ce qu'il y avait des absents du côté de l'Autriche? 1-5 pour la Pologne, c'est dommage. Un tour de pénalité, 5 balles de pioche, surtout que c'est surtout Badac qui a fait des erreurs. Ensuite, ils ont fait plutôt un relais costaud au niveau du tir. Et puis du côté de la Belgique, 2 tours de pénalité, 8 balles de pioche et 2 tours de pénalité. C'est Marek Makels sur le coucher, ce qui a mis l'équipe de Belgique hors jeu. Après, pourtant, un bon relais de Florent, pardon, Claude, avec seulement une balle de pioche. Thierry Langer avait été plus en difficulté avec un coucher compliqué pour blanchir les cibles. Et Sam Parmentier également qui a fait un bon relais, donc très bien pour le nouveau venu, qui gagne peut-être sa place pour les prochains Jeux Olympiques. Au niveau du relais, hein, Sam Parmentier, il faudra s'en méfier parce que il fait des courses intéressantes au tir du côté du Belge. On passe à la poursuite dames désormais avec un abandon sur cette épreuve. C'est Suzanne Kulm, l'Estonienne, qui a abandonné alors qu'elle avait fait pourtant un bon début de course, enfin un bon sprint, mais qui là était vraiment en grande difficulté. On voit un 59e temps de ski au deuxième tour. Donc je pense qu'en plus des erreurs, il y avait vraiment pas une forme incroyable du côté de l'Estonienne. On revient sur le haut de l'affiche avec la victoire, le retour de Lisa Vitozzi. Enfin, le retour de Lisa Vitozzi, le retour sur la victoire, on sentait qu'elle était assez émue, parce que c'est vrai que ça a toujours été une incertitude de ce qui s'était passé l'an dernier, hein, véritablement, vu que la communication de la fédération italienne avait été très mauvaise. C'est vrai qu'au départ, on nous avait dit à un moment qu'elle devait revenir en janvier, et puis un peu à la dernière minute, on nous avait dit non, en fait, elle sera août jusqu'à la fin de saison. Il y avait eu vraiment une communication très bizarre de la part de la fédération italienne, donc on n'a jamais su véritablement ce qui s'était totalement passé. On nous avait dit des problèmes de dos qui au final donc n'avaient pas dû être résolus. Mais par rapport à la communication autour de Marketa Davidova qui avait été beaucoup plus franche directement, la communication autour de Vitozzi est un petit peu compliquée. Ça fait du bien de la revoir et surtout moi ce qui m'a impressionné je trouve depuis le début de saison, c'est que Vitozzi, elle fait pourtant une saison blanche. On voit comment parfois c'est compliqué de revenir dans beaucoup de sports après avoir eu une longue période d'arrêt. Elle a fait tout de suite des courses totalement correctes. Elle n'était pas larguée. Vitozzi, alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle profite d'une poursuite qui a été assez dingue quand même. Pour une poursuite hors field zone, il y a eu beaucoup de retournements de situation et il y a des filles qui ont réussi à faire des très belles courses et il y a des filles qui ont fait des très mauvaises courses ou des courses moyennes. Vitozzi a fait une superbe course sur le tir, meilleur temps de tir, 0 faute, et puis avec un tir super engagé. À un moment, on voit son deuxième coucher, je crois. Elle envoie les balles, mais alors à une vitesse vraiment incroyable du côté de Vitozzi. Ça fait toujours du bien parce que Vitozzi, c'est quand même une fille qui s'est retrouvée dans une situation où elle ne trouvait pas la solution sur le tir couché. C'est-à-dire que pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, elle faisait parfois 5 fautes sur un sprint au coucher. Elle ne mettait pas une balle sur le coucher et elle a réussi à trouver la solution. Et on le voit comme c'est compliqué de trouver la solution au tir. Et derrière, ça a donné cette Coupe du Monde il y a 2 ans, où elle avait vraiment été très solide sur cette épreuve et surtout elle avait réussi à fracasser Tendrevold sur la fin, parce que vraiment sur la fin elle avait dominé Tendrevold. Et Vitozzi, impressionnante, ouais.
impressionnante aujourd'hui dans sa manière de construire sa course, dans la manière où elle est restée dans un schéma de course très intelligent. Vous voyez, 36e du premier tour, donc contrairement à Alvarsson, contrairement à Anna Heuberg, elle n'a pas essayé de faire une énorme remontée d'entrée, de vouloir reprendre 10, 15 places d'entrée. Non, elle a fait sa course, elle a construit sa course tranquillement. On va déjà faire les choses bien au tir, et puis après, on verra ce qu'on peut faire sur la deuxième partie d'épreuve. Et ce qui a été la force de Vitozzi, qui donc pour moi a fait une très belle course, mais ça fait du bien de la voir. Et pour moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'elle n'a pas fait de mauvaise course depuis le début de saison. Or, quand on revient euh, comme ça d'une période d'un an sans courir, c'est toujours très compliqué le retour. Et le fait qu'elle ait vraiment pas fracassé ses épreuves en faisant des erreurs au tir, bah, je trouve ça impressionnant parce que certes, on n'en parlait peut-être pas tant que ça de Vitozzi, mais elle était toujours dans le top 15 hein, de toutes les épreuves auxquelles elle a participé. Donc non, impressionnante. Voilà, Vitozzi aujourd'hui est vraiment elle m'a marqué, voilà, Vitozzi, sur cette course. Et puis, bah ouais, beaucoup d'émotions à l'arrivée. On sent que voilà, c'était un point de passage qu'elle voulait faire d'ici décembre. Et c'est vraiment bien réussi. Magnussen, impressionnante. Impressionnance Magnussen, parce que depuis le début de saison, avant, les courses à 4 tours, c'était compliqué, Magnussen, hein. Elle a déjà réussi à être performante sur des sprints, sauf que les courses à 4 tirs, c'était compliqué. Elle était performante sur les sprints, sur les relais, mais sur les courses à 4 tours, il y avait toujours des erreurs qui traînaient, et pas mal d'erreurs. Cette année, il y a la fiabilité au tir. Le tir qu'elle fait quand même sur le debout, le dernier debout, je rappelle qu'elles sont trois, hein, côte à côte. Il y a Vitozzi, Magnussen, Jean Monod. En sachant que Magnussen, tu sens que sur les skis, c'est pas exceptionnel. Voilà, hein, et ça se confirme un peu sur les temps. Alors, vraiment, les temps de ski sont très disparates, hein. Il y a vraiment des grosses surprises, vous allez voir, avec des filles qui ont réussi des gros temps de ski et des filles qui n'ont pas été exceptionnelles dans ce domaine-là. Mais vous voyez, elle perd quasiment 8 à 10 secondes par rapport à Vitozzi. Donc, dans les skis de Vitozzi, elle n'était pas exceptionnelle. Voilà, Magnussen. Sauf que derrière, eh bien, elle enchaîne les tirs solides. Et pourtant, Vitozzi a tiré très vite, bien, enfin un peu plus vite hein, que Magnussen, mais Magnussen, elle a pas mis les balles dehors, elle aurait pu mettre la dernière dehors. Non, et c'est enfin la maturité pour Magnussen, ça a mis du temps, parce qu'elle a quasiment 30 ans, hein, Magnussen, hein. On la voit elle est là depuis très longtemps quand même, Magnussen, hein. Ça fait au moins bien 4-5 ans qu'elle est en Coupe du Monde de manière titulaire indiscutable quand même, Magnussen, hein. Et elle a enfin réussi peut-être à tout mettre en place parfaitement. Et puis on sent qu'avec le coach suisse de tir de l'équipe de Suède, ils se comprennent très bien. C'est ça, il y a un moment, on a vu des images du coach suisse et on sent que voilà, il y avait une communication qui était parfaite sur les images de l'entraînement. Enfin voilà, sur la phase d'entraînement, la phase de préparation au réglage, on sent qu'il y avait, voilà, la communication était extrêmement fluide. Et pour l'instant, tout se passe bien pour Magnussen. Alors la question est maintenant de savoir, est-ce que ça va durer la semaine prochaine au Grand Bornand? Parce que maintenant, on est quand même sur un bloc de quasiment un mois de compétition, 4 week-ends d'affilée. Donc parfois, ça peut craquer au Grand Bornand. Mais non, Magnussen, très très solide pour le moment. Donc elle, contrairement à Anna Hubert qui n'arrive pas à concrétiser ce temps fort, Magnussen a complètement concrétisé son temps fort et c'est pour ça qu'elle est en tête de la Coupe du Monde. Mais vraiment très très solide pour le moment sur les courses à 4 tiers et c'est là où elle m'impressionne. Kjerkaide, pour moi désormais c'est la tête d'affiche de la Norvège. Quand tu vois la course encore qu'a fait Tendrevold et le temps de ski de Tendrevold, pour moi, désormais, c'est Kjerkaide la leader. Voilà. C'est plus Tendrevold. Voilà, c'est Kjerkaide, c'est Knoten en ce début de saison, qui est pour moi la co-leader, on va dire, vu la qualité de course qu'elle réalise. Kjerkaide est impressionnante quand même. Parce qu'elle a fait quand même une grande partie de sa course à l'arrière, dans le peloton.
Elle rate son premier tir couché, la première balle, hein, elle a raté. Ce qui fait qu'elle se retrouve vraiment à l'arrière pendant quasiment toute la course. Elle est au-delà de la 10e, on va dire 10e, 12e place, tout le long. Et sa force a été de réussir à remonter au fur et à mesure, de pas s'affoler, et puis elle fait un dernier tour canon. Enfin, sa fin de course est canon, vous voyez, 40e, 33e temps de ski sur les 2 premiers tours, derrière 6, 5, 2. Et la manière dont elle finit au sprint face à Justine Brezaz, faut aller la battre, Justine Brezaz, quand même, hein. Au niveau ski, faut aller la chercher. Alors je sais bien que Justine partait voilà, quelques places derrière, et Justine partait 45 secondes derrière, 45-50 secondes derrière, mais il faut aller la chercher au sprint, hein. Et en plus, Justine Brezaz et Elvira Heuberg, elles ont fait un dernier tour ensemble, hein. Vraiment, le dernier tour dans le petit peloton, il était vraiment phénoménal. Et Kierkegaard, très très solide. Non, très bonne course de Kierkegaard, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Malgré un 17 sur 20, j'ai bien aimé son week-end à Orphilsen. Justine, c'est du Justine Brezaz, c'est-à-dire capable de... C'est l'une de ses meilleures courses en 4 tiers sur les 2 dernières années. C'est l'une de ses meilleures courses, voire même la meilleure, au niveau du ski. Au niveau du tir, bah, là encore, hein, entre le premier coucher et le deuxième coucher, déjà, c'est pas du tout la même chose. Le premier coucher, il est pas bon. Le deuxième coucher, il est correct. En temps de tir, hein. Premier coucher, 40 secondes, c'est énorme. Deuxième, c'est 34. Alors, c'est pas encore. Normalement, il faudrait essayer de tourner, on va dire, aux alentours de 30 secondes. Ah, ça serait bien, autour de 30 secondes, ça serait très bien, mais on est déjà beaucoup mieux sur ce deuxième coucher, et c'est son meilleur coucher depuis le début de saison. 34 secondes, hein. Et puis après, derrière, le debout, où elle met les balles et il n'y a pas d'erreur. Alors certains disent c'est à cause de l'affaire Julia Simon qu'elle est en difficulté, Justine Brezaz. Moi, je suis pas en accord avec ça, parce que c'est pas comme si elle était régulière avant. On a l'impression qu'elle serait passée d'une fille qui était très régulière. Justine Brezaz a tout le temps été régulière. Elle a toujours eu des gros moments de difficulté et des gros moments très bons, que ça soit en 2019, en 2018. Justine Brezaz a toujours été régulière. C'est même la différence majeure avec une Julia Simon ou avec une Lou Jean Monod. Alors que l'affaire Julia Simon l'ait touchée, ça, ok, d'accord. Les menaces de mort, après, est-ce que les menaces de mort sont liées à ça ou au paris sportif? Ça, c'est aussi un autre débat. Mais cette irrégularité, elle ne vient pas, elle n'a pas démarré au moment de cette affaire. Et je pense que ça l'a touchée, mais pas tant que ça, je pense, Justine Brezaz. Je pense qu'on surévalue. Je pense que c'est une fille qui est très solide mentalement, elle est particulière, Justine Brezaz. Déjà, quand on entend ces interviews de 2018, de 2019, elle n'avait déjà pas une manière de penser. Elle était déjà hyper mature pour l'époque, et surtout, elle a un détachement par rapport à la course. Elle a tout. Ces interviews, c'est toujours marrant à écouter parce qu'il y a un détachement. Donc, je suis pas sûr que ça l'ait touché. Je pense qu'on surévalue le fait qu'elle ait été touchée. Plus que ça, elle a été forcément, ça te surprend de voir un collègue te voler des trucs, mais est-ce que ça l'a complètement déstabilisée? Je ne pense pas. Justine Brezaz. Je pense elle a un problème au niveau du tir couché, et je pense surtout que du côté de Justine Brezaz, le staff de l'équipe de France n'a jamais su la gérer. Je me suis fait la réflexion là après cette course. Je pense que le staff de l'équipe de France, on essaye un peu d'imposer les mêmes plans d'entraînement à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de cas par cas, on va dire, hein, dans la manière de faire du biathlon en France. Il y a très peu de cas par cas, et je pense très clairement que Justine Brezaz ne marche pas du tout de la même manière en termes de réflexion et en termes de manière de concevoir le monde qu'une biathlète traditionnelle. Ce qui n'est pas un défaut, mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de différent, je pense, dans l'entraînement. Et je pense que ça fait depuis des années qu'on essaye de lui faire le même entraînement que les autres, alors qu'on voit bien que là, très clairement, si tu écoutes son interview d'après-course,
sur la chaîne L'équipe, tu t'aperçois que c'est son mari qui lui a qui lui a donné des conseils, son mari qui est pas entraîneur de l'équipe de France. Et qu'elle a regardé elle-même ses courses pour analyser, pour essayer de trouver ses solutions, mais elle n'a pas parlé forcément du staff de l'équipe de France, dans sa manière de faire évoluer les choses. Parce que je pense que l'équipe de France c'est pas que les staffs de l'équipe de France est mauvais, hein, mais n'a pas compris, je pense, comment marchait Justine Brezaz. Elle ne marche pas du tout comme une sportive, on va dire, traditionnelle. Euh, Elle est vraiment un peu unique dans sa manière de faire, je trouve, Justine Brezaz. Et je pense qu'on n'a jamais réussi à lui trouver la bonne manière de faire l'entraînement, d'où cette irrégularité depuis longtemps. Et c'est peut-être pareil aussi avec un Émilien Jacquelin. Un Émilien Jacquelin qui est différent quand tu l'entends en interview d'un Quentin, d'un Éric Perrault qui est pas qui voit pas le biathlon de la même manière. Et je pense qu'on n'arrive pas à trouver les solutions parce que ce sont des personnages atypiques. Et avec des personnages atypiques, comme avec d'autres, hein, comme Thibaut Pinot, il faisait pas les mêmes entraînements que les autres parce qu'il avait besoin d'un programme particulier. Et je pense qu'une Justine Brezat-Boucher, un Émilien Jacquelin, ont besoin de quelque chose peut-être de plus au cas par cas et peut-être d'un staff différent au final et que aujourd'hui la manière de faire en France ne leur convient pas totalement. Voilà, et ça c'est la réflexion que j'ai sur une fille comme Justine Brezaz. Bah, je le dis, aujourd'hui elle a fait une course qu'elle arrive à faire 5-6 fois dans l'année. Elle l'a faite aujourd'hui, c'est une course qui, si elle arrive à reproduire ça, c'est une course qui te permet d'avoir la médaille aux Jeux Olympiques. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à le faire régulièrement, et ça je pense que c'est peut-être un problème du côté du stade de l'équipe de France depuis plusieurs années. Mais voilà, la fin de course est très bonne, le temps de ski est vraiment bon. Bon, elle craque un peu sur la fin face à Kerkai 2, mais qui a quand même très bien fini Kerkai 2. Et on voit qu'elle est quand même meilleur temps de ski du dernier tour, hein. Mais voilà, c'est l'opinion que j'avais. Elvira Heuberg. Ah, c'est dommage qu'elle soit partie encore de loin, hein, Elvira. C'est sa course la plus aboutie depuis le début de saison, Elvira. Qui avait fait déjà un bon relais hier, hein. Enfin, un relais correct hier, mais c'est sa course la plus aboutie, ouais. Là, sur les skis, ça allait vite. Elle a attaqué fort, Elvira. Dès le premier tour, hein. Il y a un 18 sur 20. Ce qui est correct, Elvira, elle aura jamais la fiabilité au tir d'une Nou ou d'une Camille Benet, mais en même temps, elle n'en a pas besoin, vu ses temps de ski. C'est un peu comme Justine. Justine, elle n'a pas besoin de faire des 20 sur 20. Alors, si elle fait un 20 sur 20, c'est super, elle gagne la course, ça c'est sûr. Mais elle n'est pas obligée de faire des 20 sur 20. Faut juste avoir un minimum de 18, quoi. De 18, de 17, avec une vitesse de tir un minimum intéressante. Mais Elvira, oui, c'est sa course la plus aboutie, et puis encore, ouais, 24 places de gagner. Camille, malgré une chute, ce qui fait que son temps de ski est pas exceptionnel, mais il faut prendre en compte qu'elle est tombée lors du premier tour. Donc c'est pour ça qu'elle est 60e temps de ski du premier tour. Elle est tombée dans le fameux virage Orfilsen. À part cette erreur-là, encore un 20 sur 20, certes le temps de ski est pas dingue, ce qui était déjà le cas hier. On l'a vu, elle avait du mal à avancer sur les skis. Mais même dans la difficulté, elle a réussi à mettre les balles au fond. Parce que quand t'es 45e temps de ski, tu le vois que tout le monde te revient dessus, tu vois que t'es en galère et que t'avances pas. Réussir à pas lâcher la course et à pas tout bazarder, moi je trouve que ça montre quand même une solidité mentale assez forte de la part de Camille Benet. Et encore, pas de balles ratées, quoi. Sur les courses en individuel, elle en a raté aucune de balle. Elle a raté des balles sur les relais, mais pas sur les courses en individuel. Ça, c'est vraiment, ça m'impressionne parce qu'on est quand même bientôt au troisième rendez-vous de la saison. Alors, on va commencer à lui mettre la pression là-dessus, donc il va peut-être y avoir des ratés au Grand Bornand ou en Allemagne. Pour l'instant, c'est. Alors, ça me rappelle Jeanne Richard quand elle était arrivée aussi en Coupe du Monde, qui avait enchaîné également un nombre de tirs couchés sans rater de balle, qui était assez dingue. Mais oui, bravo Camille Benet. Bravo, bravo, bravo sur cette épreuve.
Et surtout, réussir à faire des sans faute quand tu sais l'ambiance qu'il doit y avoir en interne du côté de l'équipe de France, c'est pas l'ambiance qu'on a du côté de l'équipe de Suède ou du côté de l'équipe de Norvège. Là, il y a quand même une ambiance un peu délétère entre les journalistes de la chaîne L'équipe et même de la presse en général, qui arrêtent pas de remuer la plaie sur l'affaire Julia Simon, l'affaire, voilà, qui arrêtent pas d'en faire des tonnes un peu là-dessus. Plus les phrases quand même en interview d'un Quentin Fillon-Maillet, d'un Lou-Jean Monod, qui aident pas quand même à la réconciliation, hein. Quand on entend un Quentin Fillon-Maillet qui dit bon, on s'est écarté nous des filles de l'équipe de France parce qu'en gros il y en a certaines qu'on voulait pas voir, et Lou-Jean Monod qui dit bah en gros à nuise à mon bien-être intérieur, presque ça. Je trouve que c'est des sorties qu'on aurait pu éviter du côté de la presse, mais encore une fois, c'est dû aussi à la mauvaise gestion en communication du côté de la Fédération française de biathlon, hein. Il y a un moment, ça se paye aussi là-dedans. Et bah, je trouve que réussir à faire des performances quand même de haut niveau dans ces conditions-là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience en Coupe du Monde, je trouve qu'il faut, voilà, ça renforce encore le truc. Lou Jean Monod, elle a craqué. Elle a craqué au mauvais moment. Mais en confrontation directe, elle a pété. Ce qui était arrivé à Eric Perrault la semaine dernière face à Giacomel. Bah là, ça lui est arrivé. C'est pas habituel pour nous, Jean Monod. Ce qui montre peut-être que en ce moment, mentalement, c'est peut-être plus elle qui est touchée par l'affaire, au final, Julia Simon, que Justine, ou l'affaire Jeanne Richard, que Justine en elle-même. Mais là, ça a l'air d'être compliqué pour Lou Jean Monod, mentalement. Je pense qu'elle est pas. Alors, ça a fonctionné sur le sprint, mais elle n'a pas réussi à le réitérer aujourd'hui. Peut-être aussi la fatigue de relais, hein, parce que c'était quand même la troisième course. Hier, c'est quand même employé sur le relais, malgré le fait qu'on était loin. Donc, ça a peut-être aussi engendré de la fatigue du côté de Lou Jean Monod. Mais c'est voilà, c'est une course qui était poussive. C'est pas catastrophique, mais c'est sûr que 17 sur 20 pour le Jean Monod, c'est pas habituel. Voilà, hein, tout simplement. Régine Hermitz, 8e, devant Dorothée Ivireur, 9. Temps de ski compliqué pour Vira. Seulement 36. Compliqué sur le temps de ski. Anna Weidel, qui a failli faire la bonne opération du jour. Elle a failli rentrer dans la cérémonie des fleurs, et puis ça s'est raté sur le dernier tir. Sur l'avant-dernier tir, pardon, où il y a 2 erreurs. Et c'est dommage, parce que ça lui coûte cher. Ah non, en plus, non, c'était pas sur l'avant-dernier tir, pardon, j'ai dit une bêtise, c'était sur le coucher qu'elle s'est ratée. Mais elle a failli faire la grosse bonne opération du jour. Vraiment, elle était pas loin de la cérémonie des fleurs. Anna Heuberg, 15 sur 20. Anna Heuberg, c'est quand même frustrant parce que tu sens qu'elle est dans une période forte de sa saison. Tu sens que elle a des jambes fantastiques depuis les sélections en Suède, mais elle n'arrive pas à tout mettre bout à bout. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à mettre le tir. Et c'est frustrant. Parce que tu sens elle a peut-être les jambes de sa vie, hein, en ce moment, Anna Hubert. Ce deuxième temps de ski, vu la densité qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant ce qu'a fait Anna Hubert sur les skis. Mais elle n'arrive pas à tout mettre bout à bout. Donc un peu de frustration, voilà, pour Anna Hülberg, parce que là, c'est 15 sur 20, c'est pas bon hein, sur une poursuite, donc c'est frustrant. Océane, il fallait la faire cette course-là, et elle l'a fait au bon moment. Elle le fait au bon moment, et il fallait faire cette course-là. Quand on voit ce qu'ont fait les filles en IBU Cup sur le dernier week-end, imaginons une Océane Michelon qui perd 5 ou 6 places, qui fait la même course, on va dire, qu'une Jeanne Richard, en ayant en plus fait un sprint moins bon que Jeanne Richard. Forcément, elle était sur la sellette pour rester en Coupe du Monde pour le week-end prochain. Donc c'était voilà, c'était compliqué à gérer.
Parce que je rappelle que là, on avait 7 quotas, on va passer à 6 quotas, et qu'on a Paula Beauté qui pousse. Donc ça veut dire que le 7e quota, c'est Gilon Guigona, mais que potentiellement pour faire monter Paula Beauté, et il y a des risques, enfin des risques pour ces filles-là, mais il y a des chances pour Paula Beauté qu'on la fasse monter en Coupe du Monde, il va falloir en sortir une des 6. En sachant qu'on va pas faire sortir Julia Simon, qui a encore pas eu le temps de montrer ce qu'elle a voulu, son niveau de forme du moment, Nilo Jean Monod, pas Camille Benet, que Justine est quand même rapide sur les skis, donc ça allait jouer peut-être entre Océane et Jeanne Richard. Océane, bah pour le moment, pour moi, elle est plutôt en ballottage favorable. Pourquoi? Il y a eu un podium que n'a pas Jeanne Richard. Il y a eu 7 bonnes poursuites aujourd'hui, avec un 19 sur 20 et un 5e temps de ski, ce que n'a pas fait Jeanne Richard. Jeanne Richard n'a pas réussi à être dans le top 10 des temps de ski depuis le début de saison. Et puis ça se joue aussi sur le relais. Le relais d'Ostersund d'Océane Michelon était meilleur que le relais de Jeanne Richard du côté d'Orphilsen. Donc je pense que pour moi la 6e roue du carrosse c'est Jeanne Richard désormais. Et que Océane Michelon c'est grâce à ce résultat et grâce à cette course-là, c'est donner peut-être un peu de répit pour jusqu'à janvier. Après en janvier, il faudra quand même retrouver la fiabilité et la régularité qu'elle avait l'an dernier, mais voilà, ça commence à arriver bien du côté d'Océane Michelon. Minkinen, 13e. La belle opération du jour pour Minkinen au niveau des points de Coupe du Monde, parce que sprint raté avec une 49e place, 13e place derrière, énorme remontée de Minkinen, et pourtant toujours du mal au niveau de ce virage à Orphilsen, mais une course aussi très correcte pour elle. Et puis Léa Meyer, 9e temps de ski Léa Meyer, c'est un peu une surprise du côté de la Suissesse. Et 14e, aujourd'hui, grosse remontée. Charvatova, c'est dommage, elle a tout perdu sur le dernier debout. Parce que sinon, elle faisait de cérémonie des fleurs, voire un podium. Charvatova. Knoten, 17 sur 20, un peu moins bien. Avec un 13e temps de ski quand même encore intéressant. Derrière Irvine, 17e. Encore une belle course à 19 sur 20 du côté de l'américaine qui est en forme. Stremous 18e devant Ami Bazerga, Klemencic. Julia Simon, qui n'est pas remontée, trop d'erreurs au tir, parce qu'au niveau du temps de ski, c'était quand même mieux, 25e. Donc elle était je dirais, dans un paquet plus intéressant. Surtout qu'elle était qu'à 1 minute de Justine. Au sprint, elle avait fini à 1 minute de Justine, sauf que la course était plus longue. Donc là, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que voilà, avec l'accumulation des courses, ça commence à être pas mal. Et un 17 sur 20. Mais et surtout, elle est remontée quand même sur Jeanne Richard, qui potentiellement avait des jambes qui étaient meilleures. Donc c'est plutôt pas mal. Jeanne Richard, au final, en temps de ski, elle fait son meilleur temps de ski. Ouais, elle a fait 6e temps de ski, Jeanne Richard. Donc un peu derrière Océane Michelon, c'est quand même bien. Non, mais 17 sur 20 et c'est surtout le problème en fait d'une Jeanne Richard, c'est qu'il y a Paula Beauté. Si t'avais personne en IBU Cup, ou si t'avais des filles qui faisaient 5e ou 6e des classements en IBU Cup, c'est pas un problème. Ce qu'a montré Paula Beauté sur les 2 derniers rendez-vous d'IBU Cup, forcément ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors Paula Beauté, certains se demandent pourquoi elle n'est pas en Coupe du Monde. Pour le moment, elle s'était ratée à Bessan sur le sprint et la mass start. Je rappelle qu'on avait fait une combinaison, en gros, pour dire un peu complexe, c'est qu'on avait dit très longtemps à l'avance, les sélections se feront à Bessan, donc en France, et surtout, les sélections seront prises en compte sprint, et je crois que derrière c'était la mass start. Et on fera un cumul des points. En gros, il fallait avoir le moins de points possible, ce qui voulait dire que tu avais fait les meilleurs résultats sur des courses. C'est-à-dire qu'une première place comptait 1, une 10e place comptait 10, donc voilà, c'était à la moyenne. Amandine Mangin et Jeanne Richard et Océane Michelon avaient fini devant Paula Beauté, ce qui fait que Paula Beauté avait pas fait des bonnes sélections. C'était raté sur ses sélections, peut-être un peu trop de pression sur les épaules. Et Gilon Guigona avait été performante à Bessan.
Voilà, donc c'est ce qui a fait que, en gros, Paula Beauté n'est pas montée en Coupe du Monde. Jeanne Richard, donc 22e. Alvarsson, alors Alvarsson, elle a fait la même chose qu'Emilien Jacquelin, sauf qu'elle l'a moins bien réussi qu'Emilien Jacquelin. Voilà, la différence, c'est qu'Emilien n'a pas explosé autant qu'elle a Alvarsson. Donc voilà, dommage. Il y a Alvarsson qui a explosé et Lim Gesblom également, qui ont eu un petit peu les deux mêmes schémas de course, qui ont démarré très fort et qui sur la deuxième partie se sont écroulés. Donc dommage pour ces deux concurrentes-là. Et puis Marita Hojgaard, Siederovitz, Passler qui a fait une belle remontée, Voigt qui s'est écroulé sur le pas de tir, sur la vitesse, sur le coucher qui a été catastrophique. Parce qu'on parle beaucoup de Justine Brezaz, Vanessa Voigt, son coucher, il est catastrophique. Elle n'arrivait pas à mettre les balles. Notamment le premier coucher, c'est peut-être un sans faute, mais elle perd 30 secondes. Donc c'est comme si elle avait fait un tour de pénalité et demi. Et comme elle n'est pas non plus la plus rapide sur les skis, bah voilà. Et Vanessa Voigt qui retombe dans ses travers. C'est une fille, un peu comme Sophie Chevaux, elle n'arrive pas à balancer les balles. Dans leur cerveau, elles se disent pas à un moment, là je vais perdre trop de temps, faut quand même que je la mette, même si je fais un tour de pénalité, c'est moins grave que en gros de passer 30 secondes sur le pas de tir. Il y a un blocage là-dessus, du côté de ces filles-là. Davidova qui est remontée de 10 places, mais pas une course non plus exceptionnelle et pas un très bon week-end. Tendrevold qui en a perdu 4, pourtant a fait un 17 sur 20, ce qui n'est pas un score horrible, mais un temps de ski 20e. Donc c'est pas exceptionnel. Et Etich a gagné 20 places, et Gilon Guigona en a perdu 5. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Gilon va aller en IBU Cup. La grande question maintenant est de savoir qui va disparaître de l'IBU Cup. On va étudier ça un petit peu plus en détail. Et puis sinon, bah, pas grand-chose d'autre à dire. Tanaimer a gagné quelques positions. Les Nike Gross en a perdu. Bah, toujours le temps de ski pour les Nike Gross qui est pas bon. Maya Klotens également qui a perdu pas mal de positions, avec un temps de ski vraiment pas bon. Quasiment 2 minutes de perdu et seulement un 17 sur 20. Et Lotelli également avec un 17 sur 20 et un temps de ski très mauvais. Je sais pas ce qui s'est passé du côté des Belges encore sur les temps de ski, mais c'était pas bon du tout. Surtout qu'hier, le relais belge avait plutôt été intéressant. On regarde un petit peu l'IBU Cup et puis le programme de la semaine prochaine. Alors, pour vous parler de ce qui s'est passé également en Coupe du Monde handisport, il y a encore des épreuves qui auront lieu ce soir, parce que c'est du côté du Canada. Des podiums pour Benjamin Davier, par exemple, en parasport. Et c'est les résultats les plus importants. C'était Benjamin Davier, voilà, qui a eu les meilleurs résultats. Notamment voilà une 3e place sur le sprint dans sa catégorie. Il y a eu un autre Français aussi qui a été bon, mais je ne sais plus c'était dans quelle catégorie. Voilà, donc je vais pas retrouver ça. Voilà, c'était Chalençon. Chalençon qui a été performante. Voilà, je savais qu'il y avait une autre Français qui avait été bon également et qui avait été performant sur cette et première épreuve de Coupe du Monde, voilà, à Cameret. Donc vous voyez, encore des courses qui auront lieu ce soir avec des individuels, parce que là on avait sprint poursuite et individuel, et ça sera ensuite il y aura deux autres Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques les Jeux Paralympiques qui clôtureront la saison, parce qu'il n'y a que 3 rendez-vous en Coupe du Monde handisport. On passe en Coupe du Monde déjà pour vous annoncer le programme de la semaine prochaine. On ira du côté d'Annecy. Ah non, c'est toujours Annecy le Grand Bordon. Je pensais que parce qu'ils financent plus normalement Annecy, donc il y a eu des petits problèmes. Mais non, c'est toujours Annecy le Grand Bordon. Je pensais que c'était que le Grand Bordon. Le sprint jeudi pour les filles, vendredi pour les garçons à 14h15, et puis 12h15 pour la poursuite dames, 14h45 pour les garçons. Ça sera samedi et dimanche, les deux Mastart qui, comme habituellement, démarrent la saison de Mastart et clôturent ce premier bloc d'avant Noël. Et je rappelle également qu'il y aura au mois de décembre, pendant les vacances de Noël, il y aura également les courses en Allemagne, les 2 team sprint en Allemagne. Bon, moi je décide de pas les débriefer parce que pour moi, amener de la neige en plaine, alors déjà que les sports d'hiver sont pas les sports les plus écolos du monde, hein, on est tous d'accord là-dessus, mais je pense qu'en 2025, faire des compétitions dans un stade et amener de la neige dans un stade juste pour faire,
on va dire, un divertissement, je pense qu'on peut s'en passer. Voilà, donc c'est pour ça que je ne débriefe pas ces compétitions. L'IBU Cup, il y avait les poursuites. Ça, il avait dit qu'il allait pas leur rendre la tâche facile, Antonin Guigona, aux petits jeunes. Hein. Sur les courses à 4 tiers en IBU Cup, Antonin Guigona, il a quand même un nombre de victoires. Hein. Ça a toujours été un exercice qui lui correspondait bien. Et il a dit qu'il allait leur mettre la pression et qu'il allait pas leur rendre la tâche facile. Et il leur a pas rendu la tâche facile avec cette victoire. 20 sur 20. En plus, la victoire avec la manière. Devant Valentin Lejeune, qui a quand même montré encore un gros temps de ski parce qu'il a repris un tour de pénalité en termes de temps à Antonin Guigona. C'est pas anodin. Et Levé, qui a également été très rapide sur les skis avec un 17 sur 20. On a Paturel qui finit 7ème en étant partie 4 avec un 16 sur 20. Mais ouais, Antonin Guigona, quand même extrêmement costaud. Et puis Antonin Guigona qui partait pas premier, il partait que 3ème, hein, suite à son sprint. Du côté des autres Français... France. Eh bien, Jacob finit 17 en étant parti 6 avec un 14 sur 20. Ça a été un week-end compliqué pour Guiraud Poyot avec un 15 sur 20 qui avait déjà un peu raté son sprint. Donc week-end difficile pour le dernier Français. On passe désormais aux filles. Voilà, hein, Paula Beauté qui fait un 18 sur 20. Devant Célia Enaf qui finit 2ème. Et puis Galmas Paulin 3ème et Fanny Bertrand 4ème. Donc voilà comment faire un cauchemar du côté de la direction française. Il y en a au moins une qui peut monter pour moi, c'est Paula Beauté qui doit monter. Pourtant, j'étais plutôt pour qu'elle monte en Allemagne, mais je me dis qu'elle peut monter directement. Moi, je trouve que Galmas Paula est encore un peu tendre au tir. Elle fait encore un peu trop d'erreurs au tir, même si elle est très rapide sur les skis. Moi, j'attendrai encore pour Galmas Paulin. Parce que voilà, je trouve que son tir est encore un peu trop perfectible. Mais oui, pour moi, une Paula Beauté en Coupe du Monde. Hein. Et après, faut voir avec Jeanne Richard, pour moi, sur le prochain week-end à Lands the Ride. L'avantage en plus, moi je mettrais aussi Jeanne Richard à Lands the Ride 2, tout simplement parce que c'est un site de compétition qui est en altitude. Donc certes, on va dire que c'est un peu punition dans l'idée où elle est rétrogradée, mais en même temps, dans l'optique de Jeux Olympiques qui sont en altitude, c'est quand même pas si mal que ça d'avoir des courses à 1200, 1300 mètres. Lands the Ride 2, c'est le deuxième site de compétition le plus haut quand on était en Coupe du Monde, derrière Antols. Hein. Donc c'est pas à négliger. Du côté des autres françaises, c'est là où ça commence à sentir quand même le roussi pour Sophie Chevaux. Hein. Parce que Sophie Chevaux, elle fait 12ème. Avec un 16 sur 20, derrière Amandine Mangin. Donc j'ai peur que Sophie Chevaux nous quitte les BE Cup. Et à l'âge de Sophie Chevaux, ça, voilà, ça commence à être compliqué, quoi. Donc, faudra voir. Amandine Mangin, elle a déjà fait la Junior Cup, donc je la vois pas repasser en Junior Cup. En plus, je sais même plus, elle a plus l'âge en plus pour être en Junior Cup, donc ouais. J'ai peur que ça soit Sophie Chauveau qui trinque dans cette affaire-là. Malheureusement pour elle, parce qu'on parle quand même d'une fille qui a fait podium sur une épreuve de Coupe du Monde. Le week-end prochain, donc ça sera Lands the Ride 2 en Suisse. Relais mixte en plus, donc ça fera peut-être du bien pour Jeanne Richard, avec un mixte classique et un mixte simple. 2 sprints, un sprint et une mass start pour conclure également ce week-end et ce gros premier bloc d'IBU Cup. Et puis en Junior Cup, ça s'est bien passé pour les Français avec Gratalou qui prend la première place et Bouillet la deuxième place. On a également Carlier 4e, Poirot 6e
Donc du côté de cette Mastart, donc encore un bon tir groupé pour les filles, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors certes, on a la victoire de Dupont, Ballet Base qui est première, Correa finit 4 devant Fontaine et Roguet, voilà, qui fait 6. C'est Lise Roguet, on m'a dit, hein, et pas Lisa. Je disais des Lisa depuis quelques jours, c'est Lise Roguet. Voilà, j'ai dit quelques erreurs. J'ai dit également que c'était que Martel c'était le site des championnats d'Europe de l'an dernier, c'était pas le site des championnats d'Europe de l'an dernier. J'ai fait une petite bêtise, voilà. Il y aura un prochain week-end à Martel pour oui parce que là on est à Goms et les filles iront à Martel, voilà, en Junior Cup. Et Martel, on n'ira pas cette année, hein, du côté de l'IBU Cup, qui ira aux États-Unis, l'IBU Cup, hein, notamment avec Plessis. Il faudra voir si tout le monde fait le déplacement. On ira également à Souchen, notamment pour les championnats d'Europe. Et on ira aussi à Brezno et à Harbour en Allemagne, hein, pour les prochains rendez-vous. On regarde tout de suite les classements généraux de la Coupe du Monde. Magnusson est en tête avec 314 points. Elle commence à avoir un petit capital d'avance par rapport à Kirkaide et Loujean Monod. Camille Benet, 4e, avec cette bande régularité devant Vireur et Suivi. Suivi Minkinen, 8 au 10, 7e, devant Elvira Auberg, Océane Michelon, 9. Lisa Teresa, Hauser, 10. Si on prend également le général de la Coupe du Monde, Océane Michelon est devant une Jeanne Richard, hein, donc il faut aussi le signaler. Anna Heuberg, seulement 11e, avec pourtant des jambes comme elle a, c'est un peu dommageable, devant Amy Wazerbach, Noten. Justine Brezas, 16, devant Jeanne Richard, 17e. Voilà, et une Gilonne Tendrevol n'est même pas dans le top 30. Donc ça veut dire qu'elle fera même pas la Mastart pour le moment, Tendrevol, hein. Donc il va falloir quand même être bon au Grand Bornand. Et Guigona, 45e, Gilonne Guigona. Du côté des garçons, Botton donc en tête, hein, pour le moment avec 365 points, 298 pour Giacomel, Eric Perrault, 3e avec 280 points, pardon. Samuelson 4 devant Quentin Fillon-Maillet, Sturla Lagrid seulement 6e, devant Philippe Horn et Ouldal, qui a bien descendu avec ses mauvais résultats de ce week-end. Christensen 9 devant Campbell White et Ponsi Luoma. Jacqueline 11e, Isaac Frey 16, Fabien Claude 18, Johannes Dalleux 22, Lucas Hofer 24, Stephenson 25, et Emilien Claude, il est loin, hein, je pense, Emilien Claude. Antonin Guigona, il est 45e, et Oscar Lombardo 47, Emilien Claude, pour l'instant, seulement 62. Et Emilien Claude, va falloir qu'il se méfie également des petits jeunes qui montent, hein, parce que c'est pas comme s'il avait été performant hors field zone non plus. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Il y aura notamment du cyclisme demain, avec un nouveau top 10. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao.